Relance des économies africaines durement ébranlées par la pandémie. Des économies africaines qui sont rentrées en récession, la première depuis 25 ans. Le FMI estime qu'il faudrait 300 milliards de dollars pour que le continent africain sorte de l'ornière. La crise migratoire, les menaces terroristes, mais également la bonne gouvernance. Toutes ces questions, nous allons les aborder avec le président de la République démocratique du Congo, mais également le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'accepter de répondre à ces quelques questions. Ma première question sera simple, Monsieur le Président. 19, 20 chefs d'État africains, des délégations internationales, tout cela à l'invitation du président Emmanuel Macron. Les conclusions du sommet, de ce sommet à Paris, forment-elles la première dose du vaccin nécessaire pour sortir les économies africaines de l'ornière? D'abord, tous mes remerciements au président français Emmanuel Macron pour cette initiative courageuse et inédite. Pourquoi inédite? Parce qu'elle a enfin pu associer les Africains à la réflexion sur leur devenir. Parce que jusqu'ici, les décisions étaient prises en l'absence des Africains et elles nous étaient parachutées. Ici, nous pilotons ensemble ce processus et j'aime bien le terme d'ailleurs que le président Macron a utilisé, le New Deal. Je sais que la tâche sera dure, mais j'ai quand même confiance parce que également à cette conférence, il y avait la présence du président du Conseil européen, Charles Michel, qui est aussi un africaniste engagé. Nous nous sommes fixés des assignations. Cela jusqu'au premier semestre de 2022, lors de la présidence française, où nous allons sûrement faire le point de la situation lors d'un sommet Union européenne-Union africaine. Et là, on pourra peut-être vous dire si ce qui s'est fait à Paris était allé dans la bonne direction. Monsieur le Président, les conclusions de Paris étaient des conclusions sanitaires. Où en est-on véritablement pour renflouer les économies africaines? La grande nouvelle, ce sont la décision sur les droits de tirage spéciaux qui sont évalués à 650 milliards. Ici, nous sommes restés sur notre faim parce qu'il n'y a que 33 milliards qui, à ce stade, sont réservés à l'Afrique. C'est très peu pour 54 pays. Et donc l'objectif de cette conférence était entre autres d'obtenir, de lever jusqu'à 100 milliards. Et après échange, on a vu que c'était possible, et même d'aller au-delà. L'autre nouvelle, c'est que les leviers par lesquels ces fonds, ces droits de tirage vont être utilisés, donc c'est la BAD, Banque africaine de développement, qui connaît très bien les pays africains et leurs difficultés. Ce serait un apport considérable pour éponger une partie, en tout cas, des dettes de ces pays africains et leur permettre de pouvoir démarrer sur base de leurs propres efforts internes. Revenons à la crise sanitaire, si vous le permettez. On a beaucoup parlé de vaccins. Quel est votre sentiment sur les conclusions qui sont intervenues lors de ce sommet? C'est vrai qu'on ne va pas confiner les Africains en Afrique. Ils seront obligés de bouger, de se mêler aux autres. Et ils peuvent développer un autre virus, un autre variant du virus qui peut être beaucoup plus virulent aussi et rendre inutiles ces vaccinations. Donc je crois qu'il faut vacciner le plus grand nombre. Et donc, un appel a été lancé à ces propriétaires des droits des vaccins. Et ça aura aussi un impact positif sur nos populations qui ont été l'objet de beaucoup de manipulations à ce sujet. Il y avait, Monsieur le Président, si vous me permettez, il y avait une sorte de défiance en l'occurrence sur le continent. Mais le fait que les Africains aient développé cette résistance contre le virus a fait croire à beaucoup d'entre eux que le virus, c'était pour les autres et pas pour nous. Mais c'est une erreur parce que le virus, il mute, donc il faut se protéger. On a souvent parlé d'un déficit de communication sur le continent africain. Bon, vous savez, c'est facile de le dire. Et surtout lorsque, avant cela, il y a eu des ratés. Je pense ici, par exemple, à la décision de suspension par 11 pays européens du vaccin AstraZeneca. Ben ça a fait la part belle à ceux qui tiennent l'idée selon laquelle ce vaccin est dangereux pour les Africains. Donc,
Vous voyez, face à ce genre de choses, c'est très difficile. Crise sanitaire, crise économique, crise migratoire. Énormément de migrants sont arrivés sur les côtes espagnoles. Vous, en tant que président de l'Union africaine, avez-vous des dialogues avec l'Union européenne pour mettre en place et pour permettre de contrer ces vagues qui abordent les côtes espagnoles? Malheureusement, pas encore franchement, parce que la réponse de l'Europe, elle est radicale, celle de fermer ses portes. Mais moi, je crois que la réponse de l'Europe devrait être celle de parler avec les Africains, déjà dans un premier temps pour voir de quel pays proviennent la majorité de ces migrants, et de regarder dans ces pays comment est-ce qu'on peut, en travaillant ensemble, faire empêcher ces migrations, retenir ces jeunes gens qui vont comme ça à l'aventure. Parce que la vraie raison, en réalité, de tout ça, c'est le désespoir. Les jeunes Africains, ils croient que l'Europe, c'est l'Eldorado, et qu'en quittant leur pays, ils pourront trouver le bonheur en Europe. Or, l'Europe a aussi ses problèmes. C'est très difficile à ces jeunes Africains de trouver une place au soleil là-bas. Il faut le leur expliquer d'une part, mais d'autre part, apporter des réponses à leurs problèmes du quotidien. Et ça, l'entrepreneuriat des jeunes est quelque chose, une réponse qui serait efficace. D'ailleurs, je me suis proposé, en tant que président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, d'organiser la première réunion de l'Alliance de l'entrepreneuriat. Mais il faut qu'on se mette ensemble. Parce que ces jeunes, c'est ça l'avenir de nos pays demain. Et nous devons être en mesure de les encadrer, de les gérer, de les former, de les éduquer. Allons vers le Mozambique, où il y a une menace djihadiste. La SADC est intervenue. Et vous souhaitez que votre pays, la République démocratique du Congo, exerce véritablement sa place au sein de ces pays d'Afrique australe. Comment règle-t-on la menace djihadiste au Mozambique? Le problème du Mozambique est similaire à celui de l'Est de mon pays. Ce sont des groupes terroristes islamistes qui ont fait d'ailleurs allégeance à Daesh. Et ce n'est pas un problème qui touche à un pays. Et la crainte ici, c'est que ce cancer se métastase dans toute la région, tout le continent. Donc c'est maintenant qu'il faut le prendre à bras-le-corps. Il ne faut pas attendre. Ce qui s'est passé au Mozambique attire notre attention au plus haut point, parce que c'est exactement le même phénomène que nous avons chez nous. Ce qu'il faut faire, c'est qu'étant donné que ces régions sont des régions potentiellement riches en ressources minières et autres, il faut absolument les couper de cet approvisionnement. Parce que c'est ça qui va alimenter leurs activités. Et donc nous devons travailler vite, efficacement et en solidarité. C'est ensemble que nous allons réussir. Donc c'est une problématique régionale, Monsieur le Président. Et c'est pour ça que la présence du professeur Faustin Luanga comme secrétaire exécutif de la SADC va nous être utile pour porter haut la voix de la République démocratique du Congo dans ce domaine et dans bien d'autres. L'intégration africaine, moi j'en fais aussi un cheval de bataille parce que c'est par là que l'Afrique réussira à se relever. Nous commencerons par des communautés économiques régionales, la SADC en est une, et nous impulserons à l'intérieur de ces communautés économiques régionales des élans qui vont nous rapprocher au fur et à mesure et nous mettre ensemble pour former cette zone de libre-échange continentale africaine. Vous me parlez d'une réponse régionale. Comment réagissez-vous au propos de votre homologue rwandais sur les exactions qui se sont déroulées dans votre pays il y a quelques années? D'abord, permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. Ce n'est pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent, ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport.
Et ensuite, je dirais aussi que justice doit être faite pour toutes les victimes, toutes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce qu'à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation. Donc il faut se mettre au service de la justice. Je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement plutôt que de se faire inutilement la guerre. Vous parlez d'instabilité. En l'occurrence, je vais revenir sur votre pays. Est-ce que dans les périodes transitoires, il faut instaurer des états d'urgence comme vous l'avez fait? Bien sûr. Vous savez que c'est une situation qui dure maintenant depuis à peu près 20 ans. On n'a toujours pas la solution. L'administration militaire, enfin, qui est là aujourd'hui, je l'ai souhaité. Parce que le gouverneur est par essence le représentant du président de la République dans la province qu'il dirige. Et donc là, je vais avoir mes yeux et mes oreilles. Et pour ça, le gouverneur militaire est celui qui peut apporter les meilleures réponses et même les meilleurs correctifs, remarques, observations, que sais-je, au sujet de ce rendement de cette situation. Donc c'est pour nous hyper important de passer à la fois à ce modèle de gouvernance par les militaires et d'avoir un militaire qui dirige justement ces provinces. Il y a eu un drame que la communauté internationale et le Congo a vécu il y a quelques mois avec la mort du consul italien. Je voulais savoir où en étaient aujourd'hui les enquêtes autour de ce décès. Les enquêtes continuent. À un moment donné, d'ailleurs, il y avait quelques suspects qui avaient été appréhendés. Je crois qu'ils sont en train d'être interrogés pour savoir, parce qu'au-delà de ces suspects, il y a sûrement toute une organisation. Ce sont des coupeurs de route qui sont organisés en bande et qui ont sûrement des mentors. Donc je crois que c'est tout ça qu'on doit remonter comme chaîne, et nous avons d'ailleurs la collaboration des services italiens et nous y travaillons d'arrache-pied. Je voudrais dire vraiment que c'était dramatique parce que je connaissais personnellement cet ambassadeur. C'est terrible, j'ai été vraiment bouleversé par sa mort et ça me motive davantage à rechercher les suspects et surtout à mettre fin à ces poches de violence dans l'est de mon pays. Et en tant que président en exercice de l'Union africaine, sur d'autres pays, le Tchad, la transition au Tchad par exemple, vous avez, il y a quelques jours, dit que cette transition, il fallait véritablement que cela soit réglé de la sorte pour maintenir la stabilité du pays. Je crains là vraiment de ne pas avoir été compris. Le président Déby, on sait comment il tenait ce pays, et donc la disparition brutale d'un tel monument, j'allais dire, peut entraîner le pays dans l'instabilité la plus totale. Et donc, la réponse qui a été donnée, que nous n'avons pas choisie, mais qui a été donnée par les Tchadiens eux-mêmes, c'était une réponse militaire. Donc pour moi, à partir du moment où elle a amené la stabilité, j'ai été à N'Djamena pour les funérailles du président Déby, j'ai vu que le pays était stable, les gens étaient sereins. À partir du moment où il y avait ça, tant mieux. Ensuite, ce n'est pas un blanc-seing que nous donnons. Nous le disons parce qu'ils ont parlé eux-mêmes d'élections dans 18 mois. Et nous souhaitons que cette transition soit la plus inclusive possible pour qu'elle ôte tout prétexte à qui que ce soit après de dire « j'ai été exclu, donc je règle mon sort par les armes ». Donc si tout le monde est dedans, si tout le monde accompagne cette transition, nous aurons des élections libres, démocratiques et transparentes, nous le souhaitons en tout cas, et à ce moment-là, le pays rentre dans une stabilité définitive. Monsieur le Président, le Congo a une ambition d'être représenté au Conseil de sécurité? Bien sûr, oui, c'est une ambition pour porter la voix évidemment du Congo dans le concert des nations. Et je crois que c'est une occasion, maintenant que nous avons également l'Union africaine, d'avoir un relais au niveau des Nations Unies. Oui.
Écoutez, Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à ces quelques moi. questions pour Euronews et pour Africa News. Merci beaucoup. Merci à Euronews. Merci beaucoup.